Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous nous entendez bien, que vous avez bien le son, bien l'image, que vous nous voyez, que vous avez aussi également notre présentation qui doit s'afficher sur votre écran. Je vous laisse m'indiquer dans l'espace de chat que vous avez à droite de votre écran, si tout fonctionne bien déjà, donc on commence au niveau du son et de l'image. Super, bonjour à tous, ça a l'air de fonctionner. Parfait, super, merci pour vos retours. Donc, avant d'aller plus loin d'ailleurs, donc vous avez l'espace de chat à gauche. C'était vraiment pour le démarrage qu'on l'utilisait. Je vous invite pour la suite à poser vos questions dans l'onglet questions que vous avez aussi à droite de votre écran. Dans l'onglet du haut, vous avez questions. Vous pouvez poser toutes vos questions ici. Nous y répondrons en fin de présentation. Dans les questions, vous verrez, vous pouvez même voter pour les questions, questions favorites, afin que ensuite on puisse répondre en priorité aux questions qui ont eu le plus de votes. Donc voilà, vous avez cet onglet questions, parce que dans le chat, sinon on n'arrivera pas à se retrouver, même si pour l'instant on n'est pas encore très nombreux, mais on devra avoir encore quelques personnes qui devraient nous rejoindre, donc c'est plus simple à gérer. Donc aujourd'hui on est avec vous pour vous partager les nouveautés qu'il y a eu sur la loi de finances donc pour 2021. Donc vous savez, tous les ans, on remet pas les compteurs à zéro, mais en tout cas, il y a un certain nombre de dispositions qui sont actualisées au niveau fiscal principalement. C'est en tout cas le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, du point de vue de la fiscalité. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui change pour vous, quelles sont les nouveautés pour les entreprises. C'est pas très dense cette année, contrairement en tout cas à ce que ça a pu être les années précédentes. Il y a des sujets assez spécifiques quand même et assez complexes. Et c'est pour ça qu'on est deux, du coup, on n'est pas trop de deux pour vous le présenter. Donc je suis avec Martin Réjas, qui est avocat. Et avocat associé donc à la Compagnie du droit, qui est une société du même groupe que Ça compte pour moi, qui est le groupe Compagnie fiduciaire. Donc on travaille main dans la main au quotidien, on se connaît bien, et donc on est tous les deux pour vous présenter aujourd'hui toutes ces nouveautés. Donc on va successivement se passer la parole. Peut-être si tu veux présenter très rapidement Compagnie du droit, Martin. Oui, bien sûr, merci Mathieu. Compagnie du droit, cabinet d'avocats dont le siège est situé à Villeneuve-d'Ornon, banlieue de Bordeaux, qui a été créé maintenant il y a 4 ans. On intervient dans toutes les problématiques de l'entreprise, donc affaires, sociales et fiscales, ma partie. Et donc, on intervient sur toute la France, puisqu'on développe nos bureaux, et notamment notre nouveau bureau à Toulouse, à côté de chez Mathieu. Ouais, juste au-dessus. Exactement. Merci Martin. Du coup, sur Ça compte pour moi, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on est un cabinet d'expertise comptable en ligne qui a la particularité donc justement d'être en ligne. On va faire tout ce que va faire un cabinet d'expertise comptable traditionnel, à la différence qu'on va le faire à distance. On a des clients dans toute la France et on a développé une application pour justement faciliter et fluidifier la relation à distance avec nos clients. On a aujourd'hui un peu plus de 60 collaborateurs, 3000 même, voire on pourrait actualiser à 4000 entreprises clientes aujourd'hui. Et on va faire, donc, comme je vous disais, toutes les missions classiques de comptabilité, de déclaration fiscale, de paye, de juridique aussi, mais dans une certaine limite, en effet, où Compagnie du droit, typiquement, intervient quand on est en limite de compétences sur certains sujets. Donc, ça nous permet une vraie complémentarité et un accompagnement global. Donc, je vous en ai déjà parlé de tout ça. Donc, on va avoir deux volets principaux. Les mesures de soutien, même si au final, c'est un volet qui va être très rapide, mais c'était quand même important dans le contexte actuel de le rappeler. Et puis après, l'ensemble des mesures de fiscalité des entreprises, que ce soit l'IS, la TVA, il y a un gros volet sur la TVA, vous le verrez, et les impôts locaux qui aussi ont quelques particularités nouvelles. Donc, je commence sur les mesures de soutien aux entreprises. Là, c'est très spécifique, en tout cas au contexte actuel. C'est juste pour vous rappeler, je pense que la plupart d'entre vous sont au courant, mais il y a eu quelques petites précisions qui sont arrivées encore sur ces dernières semaines. Tout ce qu'il faut, le principal en tout cas à connaître, c'est que toutes les aides que vous avez pu avoir au titre du Fonds de solidarité, donc je dis bien au titre du Fonds de solidarité, sont exonérées d'impôts, que ce soit d'impôts sur les sociétés ou d'impôts sur le revenu selon votre régime d'imposition, et également de cotisations sociales. Typiquement, si vous êtes en entreprise individuelle,
votre impôt sur le revenu et vos cotisations sociales sont basées sur votre bénéfice. Le fonds de solidarité, comptablement, va être intégré dans votre bénéfice puisqu'on va comptabiliser une subvention. Par contre, fiscalement, on va déduire cette subvention pour ne pas augmenter votre base imposable à l'impôt sur le revenu. Et on va le faire également au niveau de votre revenu social, c'est-à-dire la base de vos cotisations TNS. On va également ne pas prendre en compte les subventions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les subventions que vous avez pu percevoir, donc le fonds de solidarité, vous savez, c'était au début l'aide qui était de 1 500 €, après qui a évolué, ça a longuement évolué, donc je ne vais pas vous refaire tout le schéma. Mais tout ce qui a été au titre du fonds de solidarité, c'est exonéré. Il y a eu quelques petites précisions, comme je vous le disais, qui sont arrivées sur ensuite ces dernières semaines. Une première, c'est vous avez eu aussi peut-être l'aide qu'on appelle CPSTI, qui était l'aide en fait pour les travailleurs indépendants, qui là cette fois était l'aide pour ceux qui étaient justement travailleurs non salariés et plus spécifiquement les artisans commerçants. Cette aide en fait, elle est tout simplement, c'est très simple fiscalement puisque en fait comptablement elle n'est pas intégrée dans votre bénéfice. On va la neutraliser et si vous l'avez reçue donc sur le compte de votre entreprise, on le met directement, si vous êtes en société, on le met en compte courant d'associé, ou si vous êtes en entreprise individuelle, dans le compte de l'exploitant. Donc c'est pareil, c'est neutre d'un point de vue fiscal et social. Il en est de même pour les aides aussi qui ont été versées a posteriori, parce qu'en fait, au début, c'était que pour les artisans commerçants, et ensuite, les professions libérales ont dit, nous, on n'a rien. Mais si, du coup, il y a la Caisse des professions libérales qui a embrayé aussi, et donc, de la même manière que si vous avez perçu des aides aussi en tant que profession libérale de votre caisse de retraite, ce n'est pas imposable et ce n'est même pas dans votre bénéfice comptable. Donc ça, c'était les petites précisions. Par contre, attention, toutes les autres aides que vous avez pu percevoir, certes liées au Covid, mais en tout cas qui ne sont pas dans les catégories que je viens de citer, sont imposables tant d'un point de vue impôt que d'un point de vue cotisation sociale. Et je pense par exemple aux subventions que vous avez pu percevoir des mairies, des régions. Tout ça, ça reste imposable. C'est important à savoir et il faut bien faire le distinguo entre ce qui est au titre du fonds de solidarité et ce qui ne l'est pas. Voilà. Vous avez 3 catégories de toute façon. Fonds de solidarité, aide des caisses sociales ou la 3e catégorie, autre, entre guillemets, que ce soit les régions, les mairies, etc. Là, c'est imposable. Voilà. Donc ça, c'était la petite précision là-dessus. C'est le seul point, mais qui est important, lié au contexte actuel et qui impacte fortement les comptes 2020. Donc, si on rentre ensuite dans les mesures qui concernent la fiscalité des entreprises, puisqu'on ne va pas parler des fiscalités des particuliers aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet, en tout cas, et dans la fiscalité des entreprises, peut-être qu'on vous le lira en conclusion, mais on a aussi fait le tri parmi certaines mesures qui ne concernent pas, qui ne sont pas très communes et qui sont très spécifiques. Donc, le premier point qui est important à rappeler, c'était concernant la facture électronique. Peut-être que vous le savez déjà, puisque ce n'est pas nouveau, c'était quelque chose qui était déjà au programme de la loi de finances 2020. Actuellement, on a le gouvernement a l'intention de basculer provisoirement et d'obliger l'ensemble des entreprises à avoir recours à la facture électronique, en tout cas en ce qui concerne le B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise. Vous avez l'obligation, donc d'ici 2025, selon la taille de l'entreprise, vous avez obligation d'avoir recours à la facture électronique. C'est quoi la facture électronique? Comme son nom l'indique, c'est une facture qui est totalement dématérialisée, mais ça va plus loin que ça, puisque l'intérêt derrière pour le fisc, c'est de pouvoir exploiter les données qu'il y a derrière ces factures et pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas notamment de fraude à la TVA, qui reste aujourd'hui la principale fraude fiscale, et en tout cas le principal manne où il y a de l'argent, en tout cas perdu pour le fisc aujourd'hui. Donc la facture électronique, c'est un sujet qui est important parce qu'il va arriver très vite et il faut quand même l'anticiper aujourd'hui. Donc, il y a une plateforme en fait qui va être développée, même qui existe déjà, puisque au niveau de l'État, je crois que c'est Chorus, hein, c'est ça, Martin? Oui, c'est ça. Voilà. Ça. Donc, ça, c'est ce qui existe déjà, en tout cas, puisque vous avez déjà l'obligation d'avoir recours à la facture électronique pour les marchés publics depuis quelques années déjà. Et l'idée aussi, c'est que maintenant, on aille plus loin que les marchés publics et que ça soit généralisé à toutes les relations entre entreprises. Donc, encore une fois, entre entreprises, puisqu'en B2C, vous avez d'autres obligations, notamment typiquement les obligations liées à la caisse, qui sont déjà
quand vous avez exploité une caisse qui sont déjà en œuvre depuis un certain temps. Là, l'idée, c'est de plus avoir de factures papier et même plus loin que ça, d'avoir des factures qui sont exploitables d'un point de vue données. Donc, il y aura des plateformes qui vont se développer. Bon, ça ne sera pas des nouvelles plateformes, en fait, ce sera les acteurs qui sont déjà sur le marché, je pense, qui traitent de la facturation. Typiquement, voilà, tous les outils de facturation que vous pouvez avoir sur le marché, ils ont cet enjeu-là sur la facture électronique. Et l'idée, c'est que quand vous ferez une facture sur ce logiciel, j'imagine qu'ils vous proposeront d'envoyer tout à l'administration fiscale pour que l'administration fiscale, en fait, un peu comme quand on fait une déclaration de TVA, ben là, où on envoie ce qu'on appelle un FEC, ben là, on enverra un certain nombre de données via un type de fichier voilà, pour exploiter le fisc. Donc, ça, c'est important, ça va arriver assez rapidement. Il y a eu des nouveautés, c'est pour ça qu'on en reparle aussi sur 2021, avec quelques petits ajustements. Je ne crois pas qu'il y ait eu des choses vraiment transcendantes, Martin, mais des petits ajustements sur 2021 sur ce sujet. En fait, on va avoir. En fait, on est un peu en attente parce que c'est une ordonnance donc qui donne un pouvoir de légiférer à terme à 9 mois. Donc, c'est-à-dire qu'en septembre, on va savoir exactement à quelle sauce on va être mangé. Mais c'est vrai que pour l'instant, on nous met en appétit, mais on ne sait pas exactement de quoi. Voilà, super, merci. Un autre point sur l'intégration fiscale, rapidement, parce que je ne sais pas si il y en a beaucoup parmi vous qui sont concernés. Il y a une petite nouveauté qui est quand même importante, puisque pour le coup, pour les personnes qui sont, pour les entreprises concernées, c'est quand même super important. Pour rappel, en fait, quand une entreprise qui est en intégration fiscale faisait une croissance externe et donc faisait l'acquisition d'un autre groupe de sociétés en intégration, il n'avait pas la possibilité de rapatrier les déficits fiscaux liés à l'entreprise qui était rachetée dans le résultat fiscalement intégré, en tout cas, du groupe qui faisait cette acquisition-là. C'est plus le cas. Aujourd'hui, on a la possibilité, du coup, de récupérer les déficits liés à la société qui est acquise, au groupe de sociétés acquis. Donc, ça, c'est intéressant puisque quand on fait l'acquisition et qu'on a des déficits fiscaux reportables, ça fait des économies d'IS substantielles à récupérer sur les années à venir en imputant les déficits liés à cette acquisition. Voilà. Je pense que c'était voilà. Petite précision, je ne pense pas avoir oublié quelque chose sur le sujet. Martin, tu me complètes. C'est exactement ça. Super. Un autre point encore, donc concernant l'impôt sur les sociétés, toujours. Alors c'est à la fois un rappel, et puis encore une fois, alors on a la trajectoire qui se poursuit avec des petites précisions quand même à apporter. Je vous rappelle que le taux d'IS est en diminution depuis déjà quelques années. On était historiquement, alors là on ne parle pas du taux réduit, puisque le taux réduit, quoique, d'ailleurs je vais apporter une précision sur ce sujet, parce qu'il y a une petite modification sur le taux réduit aussi, mais le taux réduit, donc c'est 15% quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, jusqu'à 38 120 € de bénéfices. Il est réservé à un certain nombre d'entreprises, plutôt des petites entreprises, qui répondent à un certain nombre de critères, que ce soit au niveau de la détention du capital, la libération de sa capital, et un critère de chiffre d'affaires. Le critère de chiffre d'affaires, il a évolué. C'est pour ça que c'est la petite précision qu'on n'a pas notée ici, qui fait qu'on a maintenant la possibilité, je crois qu'on est monté autour de 10 millions, c'est ça ? 10 millions, exactement, c'est ça. Ouais. 10 millions. Avant, on était à 7 630 000 de mémoire. C'est les seuils européens. Donc maintenant, on est monté à 10 millions. Je ne sais pas, d'ailleurs, c'est peut-être une harmonisation aussi européenne. On est monté à 10 millions. Donc en gros, il faut avoir 75% de son capital détenu par des personnes physiques directement ou indirectement, libérer son capital à 100% et faire moins de 10 millions de chiffre d'affaires pour avoir le bénéfice à 15% sur les 38 120 premiers euros. Et au-delà, historiquement, on était à 33 un tiers depuis vraiment très longtemps et on a amorcé une trajectoire de baisse pour aboutir en 2022 à 25%, qui encore une fois a une volonté d'harmonisation à l'échelle européenne, où là on aura vraiment quelque chose de très harmonieux. C'était déjà le cas au niveau de la TVA et puis ça va l'être maintenant au niveau de l'IS.
quelque chose d'assez harmonieux au niveau européen. Donc, on va avoir 15% sur les 38 121 euros et 25% au-delà. Et ça sera pour toutes les tailles d'entreprise. Par contre, d'ici là, il y a des petits ajustements qui font que le taux est progressif et selon la taille de l'entreprise, c'est pas le même taux. On était donc actuellement en clôture, par exemple, les 31 décembre 2020. On est donc sur du 28% pour en tout cas les entreprises qui font moins de 250 millions. Pour celles qui font plus de 250 millions, il y a deux tranches en fait. Il y a une tranche en dessous de 500 000 de bénéfices à 28 et au-dessus de 500 000 à 31. Il y a une petite coquille, le signe n'est pas dans mon sens, mais c'est au-dessus de 500 000, 31. Et ensuite, à partir du 1er janvier 2021, donc attention, c'est les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, important de préciser, ça va descendre à 26,5, 27,5 pour toujours pareil pour les entreprises supérieures à 250 millions. Et à compter du 1er janvier 2022, exercice ouvert, ça descendra à 25. Voilà. Donc on a 28, si vous faites clôture au 31 décembre, vous serez à 28 là pour la clôture 31 décembre de cette année, 26,5 l'année prochaine et 25 l'année d'après. Donc, c'est intéressant et il y a des arbitrages peut-être des fois à faire, tout en restant bien sûr dans le cadre légal, mais il y a peut-être des fois des arbitrages à faire pour un certain nombre de choses, pour faire, en ayant en tête que le taux va diminuer d'IS et qu'il faut mieux générer du bénéfice dans 1 an, 2 ans, plutôt qu'aujourd'hui, puisqu'on sera moins imposé, en restant dans le cadre légal. Je te laisse prendre le relais, Martin. La réévaluation des actifs, donc ça, c'est une mesure phare de la loi de finances 2021. Alors, phare dans quel sens? Non pas qu'on l'attendait avec impatience, mais parce qu'elle s'inscrit un peu dans le plan de relance par rapport à la situation Covid. Et donc, il y a deux dispositifs qu'on va voir qui s'inscrivent un petit peu dans ce plan de relance. Ce sont des dispositifs qui ne sont pas des cadeaux fiscaux, mais plutôt, on va dire, des mesures de faveur pour recapitaliser donc, et générer de la trésorerie. Donc le premier, c'est celui-ci, la réévaluation libre. Donc, c'est un mécanisme juridique et comptable qu'on connaît très bien. Hein. Ça a plus de 40 ans, donc presque 40 ans. Donc il n'y a pas trop de mystère sur la manière dont ça fonctionne. Par contre, on a un régime de faveur fiscale qui est provisoire, qui va permettre de neutraliser un petit peu l'impact potentiel et puis venir avoir des plus jolies présentations de bilan. Alors, comment ça fonctionne? Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que c'est une mesure optionnelle, bien sûr. Donc, ça veut dire que, bien évidemment, en amont, avec votre conseil, vous regardez si c'est opportun de le faire ou pas. Parce que si vous vous lancez sur une réévaluation, mais que les actifs qui sont potentiellement porteurs de plus-value latente ne sont pas concernés par le dispositif, et on verra, il y a un champ d'application, ça n'a pas de sens. Et puis, il y a aussi la question parfois de ne pas faire apparaître des moins-values. Donc, finalement, voilà, c'est quelque chose qui se réfléchit en amont. Alors, les axes pour bien appréhender l'intérêt du système. Donc, le premier, c'est de bien comprendre le champ d'application. La première chose, donc, c'est que la réévaluation, c'est toutes les immobilisations corporelles et financières, mais rien que les immobilisations corporelles et financières. Donc, ça veut dire que on va avoir tous les moyens d'exploitation à proprement parler, hein, le matériel, l'outillage, l'immobilier, bien évidemment, pour ce qui est amortissable. Et puis après, financière. Donc, financière, ça veut dire éventuellement des titres de participation. Donc, ça veut dire pas d'incorporel. Donc, je réévalue pas mon fonds de commerce ou je réévalue pas des actifs de type propriété intellectuelle. C'est une seule opération au cours des 3 exercices à venir, donc celui qu'on vient de clôturer, mais aussi 2021 et 2022. Donc, on ne l'a fait qu'une seule fois sur cette période. C'est-à-dire, on peut la faire dès maintenant si voilà, on n'a pas de doute. Si on a un doute, on sait que voilà, si on loupe le coche sur le 31 décembre 2020, pas de panique, on peut encore faire l'opération en 2021 ou 2022. Derrière, il y a tout un process de suivi. Mais bon, là, c'est plus vos experts comptables qui l'auront à le gérer dans le cadre de l'alias, sur le suivi de la fiscalité. Alors, comment ça marche d'un point de vue fiscal? Donc, une réévaluation libre, par principe, en fait, vous allez faire apparaître toutes vos plus-values latentes. Donc, sur les actifs qu'on vient d'évoquer, hein, donc corporels et financiers. Les plus-values latentes, dans le cadre d'une réévaluation libre, en fait, elles sont tout de suite taxables. On estime que c'est un produit immédiatement taxable. Et là, le dispositif de faveur, c'est de dire, on va neutraliser l'effet
de l'effet fiscal de la plus-value pour vous permettre finalement de faire apparaître vos plus-values comptables et donc de gonfler un petit peu les capitaux propres, d'avoir un plus joli bilan pour aller chercher du financement, des partenaires financiers. Et par contre, on va vous lisser un petit peu la fiscalité. Donc, il y a deux traitements. Il y a un traitement sur les IMO amortissables, c'est ce que je vous disais, et puis après, on verra, il y a un traitement sur les IMO qui sont non amortissables. Donc, sur l'aspect amortissable, en fait, on va être sur un régime de réintégration progressif de la fiscalité liée aux plus-values qu'on a constatées lors de la réévaluation. Soit, on va regarder en fait la nature juridique des IMO, soit on est sur des IMO qui ont une nature meuble, et à ce moment-là, on va réintégrer sur 5 ans, soit on est sur des IMO qui ont une nature d'immeuble, donc des constructions, et là, on va réintégrer sur 15 ans. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est que vous allez avoir finalement de nouvelles valeurs comptables et fiscales dans votre bilan, de nouvelles valeurs d'origine, qui vont constituer des nouvelles bases d'amortissement et des nouvelles bases de provision. Et ces nouvelles bases d'amortissement, en fait, si vous voulez, l'effet, c'est de se dire, je vais amortir plus, et donc ça va venir compenser ma réintégration progressive de plus-value. Voilà. Donc c'est l'effet de neutralité qu'on recherche. Alors bien évidemment, le plan d'amortissement ne correspondra pas forcément à la vitesse de réintégration, donc il pourrait y avoir quelques petits frottements dans un sens ou dans un autre, mais c'est la philosophie globale du dispositif. Et donc voilà, donc ça veut dire vous repartez sur un nouveau plan d'amortissement, vous refaites vos appréciations de provision sur cette modalité, et puis vous suivez progressivement la réintégration de votre plus-value fiscale, et donc c'est censé avoir un impact relativement neutre en trésorerie. Ensuite, alors oui, il y avait un petit exemple effectivement pour une construction, donc on va considérer que c'est une construction amortissable sur 15 ans. Et donc, on a une plus-value de 900 qui est constatée au moment de la réévaluation libre. Et donc là, vous voyez, on a fait concorder, bien évidemment, le plan d'amortissement et la réintégration de la fiscalité. Ce ne sera pas nécessairement le cas tout le temps, mais dans notre exemple, eh bien, finalement, on réintègre 60 de produits imposables qui est lié à notre réévaluation libre pendant 15 ans. Et puis, on déduit 60 de nouvelles bases d'amortissement sur 15 ans. Et donc, on a un effet fiscal neutre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'autre point qui est les IMO non amortissables. Parce que, bien évidemment, si vous avez un immeuble d'exploitation et que vous le réévaluez, nécessairement, vous allez avoir ce bénéfice de réintégration progressive sur les constructions, mais le terrain, lui, il n'est pas amortissable. Donc là, ça pose un vrai problème. Donc là, on bascule sur un autre schéma qui ne va pas être la réintégration progressive. En fait, ça va être le régime du sursis d'imposition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir une différence entre la valeur comptable et la valeur fiscale. Et c'est là où il faudra un suivi, effectivement, par votre expert comptable, parce que vous allez, en fait, dans votre bilan, avoir votre nouvelle valeur de terrain, par exemple, ou votre nouvelle valeur de titre de participation, aussi, on peut en parler, parce que c'est un autre sujet. Et par contre, fiscalement, eh bien, on va se noter dans un petit coin de l'alias fiscal l'ancienne valeur, et on va la suivre, parce que le jour où on vend, par contre, on calculera la plus-value fiscalement imposable, non pas sur la nouvelle valeur qui n'aura pas été imposée, mais sur l'ancienne valeur. Voilà. Donc ça demande un suivi. Il y a un double suivi, si vous voulez. Pour l'amortissable, on va suivre la réintégration progressive. Pour le non amortissable, on suit la valeur d'origine. Pour si un jour on a besoin de calculer un prix de revient, on prendra cette valeur fiscale. Donc voilà, ça c'était pour la réévaluation libre. Ce qu'on peut peut-être ajouter sur la réévaluation libre, c'est la nécessité, c'est le point d'attention à mon avis de vigilance quand on utilise ce type de mécanisme, c'est les valeurs réelles. Parce que même si ce sont des mécanismes qui se veulent neutres sur le plan fiscal, on a aussi des règles fiscales d'inscription des actifs à la valeur vénale, et l'administration, elle vient souvent titiller sur des minorations ou des survalorisations. Donc, je pense qu'il est important d'être très attentif aux valeurs qui seront retenues. Alors, c'est dans le nom, ça s'appelle une réévaluation libre. Ça veut dire qu'on vous laisse un peu le champ libre sur la réévaluation, mais qui dit liberté dit aussi contrôle, et donc, précaution. Et ouais, je pense qu'il faut faire attention sur le sujet, en effet, parce que ça va
donner lieu, enfin, ça serait un petit peu l'alerte à contrôle, quoi. Potentiellement. Alors, le leaseback, donc là, deuxième dispositif qui va un petit peu dans le même sens, si vous voulez. Ça concerne les entreprises et uniquement les entreprises qui ont leur bâtiment d'exploitation et qui finalement, plutôt que de faire une réévaluation libre, puis d'aller chercher des financements auprès de la banque, font directement leur autofinancement avec leur bâtiment. Alors, c'est le leaseback immobilier. Donc, ça aussi, c'est un régime qui juridiquement existe depuis très longtemps. Il y avait même jusqu'à, je crois que c'était 2016, un régime de faveur fiscale qui permettait de lisser les impacts. Il a été supprimé. Et là, il est rétabli, mais de manière provisoire, toujours pareil, pour essayer de renforcer les capacités de financement des entreprises suite à cette année compliquée et peut-être, en tout cas, c'est sûr l'année dernière, compliquée pour les entreprises en termes de trésorerie. Donc le principe, c'est le suivant, c'est de finalement vendre son bâtiment à un organisme de crédit bail immobilier, et donc vous encaissez du prix, donc du cash, vous faites apparaître une plus-value qui va venir renforcer vos capitaux propres, et puis on vous redonne tout de suite en crédit bail immobilier votre bâtiment pour que vous puissiez continuer à l'exploiter, bien sûr. Et donc à cela est attaché un régime de faveur qu'on va étudier là tout de suite sur le plan fiscal. Là aussi, c'est un régime optionnel, et là, il y a deux points d'attention à retenir. Et là aussi, l'utilité de vos conseils, c'est important de les consulter en amont. C'est l'impact, si vous voulez, quand on touche un prix. Bien évidemment, il y a quand même un sujet de cash net à l'issue de la vente. Au-delà de la problématique fiscale de l'IS qu'on va étudier tout à l'heure, il peut y avoir potentiellement un impact TVA. Quand vous êtes sur un secteur d'activité, vous n'avez pas un coefficient d'admission égal à 1, c'est-à-dire que vous n'avez pas que des opérations 100% assujetties à TVA. Donc, attention, parce qu'il peut y avoir des petits frottements fiscaux dans ce cadre-là, donc faites-vous assister aussi là, sur le sujet. Et puis, bien évidemment, comme pour le leaseback, attention aux valeurs de cession. Alors, c'est vrai que là, on a quand même un juge de paix qui va être le banquier en face, qui ne va pas s'amuser à acheter à n'importe quel prix. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut faire les choses proprement, et une petite expertise dans le dossier, ça sera toujours un plus. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que ça s'applique uniquement aux entreprises, donc que ce soit à l'IS ou fiscalement transparente. C'est-à-dire que vous avez une SCI dans laquelle vous avez votre bâtiment, ça ne fonctionne pas, sauf si vous êtes sous forme de groupe de société, mais sinon, le dispositif ne fonctionne pas au profit des bailleurs qui n'ont qu'une activité purement locative. Alors, comment ça fonctionne? Donc là, en fait, si vous voulez, vous avez tout de suite une plus-value qui est constatée. Donc là, elle est constatée sur le plan comptable. Et sur le plan fiscal, on va étaler la réintégration sur 15 ans. Alors, en fait, c'est sur la durée du contrat de crédit bail et maximum sur 15 ans. Bon, étant précisé qu'en pratique, des contrats de crédit bail immobilier de plus de 15 ans, je ne suis pas certain que ça existe. Donc, en général, finalement, vous allez vous retrouver dans un schéma qui est le suivant. C'est vous réintégrez votre quote-part de plus-value en produit, et en face, vous avez un loyer de crédit bail immobilier qui vient se déduire. Et donc, normalement, c'est censé être relativement neutre fiscalement. On va voir que ça ne l'est pas forcément tout le temps, mais le principe, c'est la neutralité fiscale parce qu'on a un produit et une charge. Alors, ce qu'on peut préciser pour pondérer un petit peu cette neutralité fiscale, c'est qu'elle n'est pas absolue, parce qu'en matière de crédit bail immobilier, vous le savez, il y a une quote-part du loyer, souvent les derniers loyers qui correspondent en fait au financement du terrain. Et donc déjà, ça, c'est pas déductible. Donc, c'est-à-dire sur vos dernières années, vous allez réintégrer de la quote-part de plus-value imposable, mais vous n'aurez pas de charge en face. Et le second sujet, c'est au moment, à la fin des 15 ans, ou si vous levez par anticipation l'option d'acquisition de votre bâtiment, donc à 15 ans ou avant, si vous le faites de manière anticipée, en fait, vous allez avoir une réintégration fiscale qui correspond à la différence entre ce que vous avez déduit et ce que vous auriez dû déduire si vous aviez amorti le bâtiment selon un plan d'amortissement classique. Et donc là, en général, ça donne quand même lieu à une réintégration fiscale qui peut avoir, selon la typologie d'entreprise, des conséquences plus ou moins importantes. Donc là aussi, c'est pour ça, c'est une mesure optionnelle, ça s'étudie. Moi, à mon avis, avant de mettre en œuvre ce type de mesure, on ne peut pas se passer d'un petit BP trésor en amont pour vraiment mesurer l'impact trésorerie et savoir si ça vaut vraiment le coup.
Alors, crédit et réduction d'impôts. Alors, effectivement, on a eu tout un tas de mesures de faveur, là aussi, hein, toujours liées au contexte un peu compliqué Covid. Celle dont vous avez tous entendu parler, c'est les mesures qui concernent les abandons de loyer. Alors, vous avez un dispositif en fait qui existait depuis la loi de finances rectificative de 2020, la deuxième, qui était la déduction des abandons de loyer. C'est-à-dire que vous avez facturé des loyers en tant que bailleur pendant l'exercice. Il se trouve qu'en année Covid, certaines personnes ont été fortement impactées. On va voir un peu le champ d'application. Et puis, finalement, on vous dit, si vous abandonnez les loyers pour essayer de soutenir un peu l'économie, on ne va pas vous pénaliser, on ne va pas vous imposer sur les loyers que vous abandonnez. Bon, donc, disons qu'on aurait pu penser que ça allait de soi. C'est vrai qu'il y a toujours une présomption d'acte anormal de gestion autour des abandons de loyers. Et donc, c'est pour ça, je pense que le législateur est venu un petit peu rassurer les bailleurs sur le sujet. Attention au champ d'application, parce que si vous voulez, alors c'est tout le temps possible, mais si par exemple vous êtes un bailleur en revenu foncier et que l'entreprise est exploitée soit par vous, soit par quelqu'un de votre foyer fiscal, en fait, vous pouvez faire les déductions, mais par contre, a posteriori, en cas de contrôle, on vous demandera de justifier des difficultés de trésorerie du locataire. Ce qui n'existe pas quand on n'a pas de lien entre le bailleur et le propriétaire. Et donc, c'est là où c'est un peu piégeux, parce que si en fin d'année vous vous rendez compte, vous êtes et bailleur et locataire, et en fin d'année vous vous rendez compte que finalement votre entreprise elle a plutôt bien vécu le Covid et qu'il n'y a pas d'impact de trésorerie significatif, potentiellement vous êtes en risque si vous abandonnez quand même vos loyers malgré tout, parce que vous ne pourrez pas justifier de la difficulté. Donc attention à ce petit sujet. Et donc le pendant de l'abandon de loyer, ça par contre c'est nouveau, c'était dans la loi de finances 2021, c'est que sur le mois de novembre, au-delà du simple fait que vous pouvez tout simplement déduire les loyers et pas être imposé dessus, et bien maintenant vous pouvez aussi avoir un crédit d'impôt qui est égal à 50% du montant de l'abandon que vous avez effectué. Donc ça veut dire que en novembre, c'est une période où il y a eu des fermetures administratives, notamment. Eh bien, si vous abandonnez le loyer au profit de votre locataire, eh bien, vous pouvez, en tant que bailleur, bénéficier donc d'un crédit d'impôt de 50% du montant de l'abandon. Alors, il y a un plafond quand même pour les entreprises de plus de 250 salariés, puisque on considère que ça sera 50% des 2/3. Même si vous avez abandonné 100%, on ne vous autorise pas à pratiquer le crédit d'impôt sur la totalité de l'abandon. Les secteurs qui sont visés par la mesure, donc c'est restrictif, on a une définition très stricte. En fait, c'est un renvoi par le dispositif aux annexes sur le fonds de soutien Covid, puisque en fait, vous avez une liste d'activités qui sont spécifiquement mentionnées. Donc, ça concerne tout ce qui est hôtellerie, restauration, événementiel, et souvent les sous-traitants de ces activités. Salle Et de vous avez sport. Pardon? Les salles de sport, par exemple. Oui, notamment, oui, effectivement, tout ce qui est salle de sport. Et Les puis, vous avez relais. cas, c'est les fermetures administratives. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas dans la liste de ces activités, mais que vous avez eu une fermeture administrative, parce que par exemple vous étiez dans un centre commercial et on vous a pas trop laissé le choix, à ce moment-là, vous pouvez vous placer sous la mesure. Bien évidemment, il faut garder le justificatif à côté dans le dossier pour dire oui, mais j'étais pas visé dans la liste du fonds de solidarité, mais enfin néanmoins, voilà, on m'a obligé à fermer, donc je pouvais bénéficier du dispositif. Ouais, et donc attention, parce que c'est vraiment, je reprécise, que sur le mois de novembre. C'est un peu Ouais. piégeur parce qu'en soi, il y a eu des fermetures administratives à d'autres moments, notamment pendant le premier confinement, mais là, ce n'est pas concerné, en tout cas, par le crédit d'impôt, c'est concerné par la déductibilité, dont on a parlé avant, mais pas par le crédit d'impôt. Exactement, exactement. Donc le crédit d'impôt, il a un champ d'application très Ouais, très réduit, restreint. Au final, très restreint. Et vous voyez, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça concerne que les entreprises de moins de 5000 salariés, c'est-à-dire que les très très grosses entreprises ne bénéficient pas de la mesure non plus.
Donc, c'est pas un régime à chose trappe, mais voilà, il y a beaucoup de conditions. Donc, validez-les bien en amont avant de vous prévaloir du crédit d'impôt. Ou si vous êtes locataire, avant de vendre ça à votre bailleur, faut quand même qu'il s'assure qu'il répond bien aux conditions, parce que voilà, c'est très restrictif. Alors, on notera quelques petits aménagements sur des crédits d'impôt entreprise, notamment le mécénat d'entreprise, où quand on versait à des associations qui avaient pour but exclusif de verser des aides aux PME, bon, on bénéficiait du dispositif mécénat. C'est étendu aux syndicats et fédérations qui gèrent ces associations, sans doute dans un objectif d'avoir des politiques cohérentes d'attribution d'aide, et pas uniquement au niveau local, mais aussi au niveau régional et national. Alors, on notera le crédit d'impôt rénovation énergétique. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, vous êtes une TPE, PME et vous avez un local, que vous soyez propriétaire ou locataire. En fait, le problème, c'est pas ça. C'est plutôt, est-ce que c'est vous qui l'exploitez? À partir du moment où vous l'exploitez, vous pouvez engager des travaux de rénovation énergétique. Alors, il faut que le local soit achevé depuis plus de 2 ans, hein, bien sûr. Sinon, c'est sans objet. Mais les travaux que vous engagez, elles vous donnent droit à un crédit d'impôt de 30% des dépenses hors taxes, dans un plafond de 25 000 € hors taxes. Et ma foi, ça peut être un bon vecteur pour engager ce type de travaux. Donc, qu'est-ce qu'on entend par rénovation énergétique? Ça va être tout ce qui est isolation thermique, couverture, enfin voilà, tout ce qui permet de conserver d'éviter des gaspillages d'énergie en termes de consommation. Alors, le crédit d'impôt recherche, il y a deux choses à noter. La première, c'est qu'il y avait un traitement qui crée une distorsion de concurrence entre les organismes de recherche publics et privés. Et donc, quand vous faisiez appel en sous-traitance à un organisme de recherche publique, en fait, les plafonds et l'assiette de calcul du crédit d'impôt recherche étaient doublés, alors que dans le privé, c'était pas le cas. Alors, c'était sans doute pour favoriser un petit peu la recherche publique, mais enfin, a priori, ça a créé des grosses distorsions de concurrence. Donc, ça, c'est fini. Désormais, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et alors, l'autre point qui n'est pas mentionné, mais je vous le précise, c'est que avant, c'était un peu pour obtenir un agrément en matière de crédit d'impôt recherche, c'était un peu le parcours du combattant. Parce que vous savez, c'est un impôt bicéphale où vous avez un côté ingénierie qui est géré par le ministère de la Recherche, et puis un côté fiscal qui est géré par Bercy. Donc, il fallait aller chercher les infos des deux côtés. Désormais, l'agrément, vous n'avez qu'un seul interlocuteur, vous choisissez qui vous voulez, et eux, après, ils se débrouillent entre eux. Et si vous n'ont pas répondu dans les 3 mois, c'est tacitement accordé. Alors, au niveau agricole, il y a trois points qu'on peut soulever. Donc, le premier, c'est la prorogation du crédit d'impôt agriculture bio. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez de la production, donc au moins 40% du chiffre d'affaires en production biologique, vous avez un crédit d'impôt. Alors, c'est un montant forfaitaire de 3 500 € sur l'année qui est acquis. Donc, ça, c'est prorogé jusqu'en 2022. Il y a un nouveau crédit d'impôt haute valeur environnementale. Donc là, ça ne concerne pas les productions en soi, mais plutôt la gestion de l'exploitation. Et là aussi, c'est à partir du moment où vous obtenez donc ce certificat de haute valeur environnementale, eh bien, on vous accorde un montant one shot de 2 500 €. Et donc, le crédit d'impôt bio et haute valeur environnementale, ce sont 2 crédits d'impôt qui sont cumulables. Et enfin, on notera donc la création du crédit d'impôt glyphosate pour un peu inciter à l'arrêt du glyphosate. Donc là aussi, c'est one shot. L'année où vous arrêtez de l'utiliser, vous avez 2 500 €. Par contre, c'est pas cumulable avec les 2 premiers, parce que quand vous êtes en agriculture bio ou en haute valeur environnementale, en fait, c'est déjà sous-entendu que vous n'utilisez pas de glyphosate. Donc, on ne peut pas tout cumuler. On notera de manière très succincte, voilà, il y a là, on voit tout de suite les secteurs qui ont été vraiment sinistrés par le Covid, hein. Théâtre, spectacle vivant, musique, cinéma, presse. Donc là, il y a soit des nouveautés, soit des extensions, des hausses de taux pour favoriser ces secteurs qui ont souffert l'année dernière. Et voilà pour la partie crédit d'impôt. Merci Martin. Je reprends le relais du coup. Qu'on parle TVA après et impôts locaux. Une parenthèse qui au final est une parenthèse quand même assez importante sur la non-adhésion à un OGA. Donc là, ça concerne les entrepreneurs individuels ou en tout cas les sociétés
qui serait transparente et qui relèverait de l'impôt sur le revenu. Donc, en tout cas, toute activité professionnelle qui relève de l'impôt sur le revenu jusqu'à présent, si vous n'étiez pas adhérent donc, à un organisme de gestion agréé, OGA, qui peut prendre la forme soit d'une AGA, association de gestion agréée, ou d'un centre de gestion agréé, vous aviez une majoration de 25% de votre résultat fiscal directement en fait sur votre base imposable à l'impôt sur le revenu. Donc typiquement, si vous faisiez un résultat de 100 et que vous n'étiez pas adhérent à un organisme de gestion agréé, vous étiez imposé sur 125. Donc ce n'est pas en fait une réduction que vous aviez, mais c'était une non-adhésion, une non-majoration pour adhésion à un OGA. La volonté est de tout simplement supprimer cette mesure qui, il est vrai, était déjà remise en cause depuis un certain temps. Et donc, ça va se faire de manière progressive, un peu comme pour l'IS. Donc, l'idée, c'est qu'en 2023, ça n'existe plus du tout. Donc, en 2023, il n'y aura plus d'obligation d'adhérer à un OGA. Donc, vous allez économiser, si vous êtes dans ce cas, à peu près entre 150 et 200 euros par an selon les centres de gestion. Reste encore des sujets qui sont peut-être pas encore tout à fait clairs sur notamment il y avait d'autres avantages en fait à avoir l'OGA. Il y avait cette suppression, il y avait cette non-majoration, il y avait aussi la déduction, ce qu'on appelle la réduction d'impôt pour frais de comptabilité, et il y avait aussi deuxième mince, je vais les manger. Je ne sais plus ce qu'il y avait pour les professions libérales. Bref, en tout cas, pour tout ce qui concerne la non-majoration de 25%, ça va disparaître et ça va être progressif. Donc, 20% dès cette année, 15% en 2021, 10% en 2022 et plus du tout en 2023. Voilà. Pour rappel, l'organisme de gestion agréée, il ne fait pas la comptabilité. Il avait juste un rôle comme il est indiqué ici, de viseur fiscal, c'est-à-dire qu'il reçoit votre liasse fiscale et il fait un certain nombre de contrôles sans même avoir recours à des méthodes de contrôle fiscal, mais on n'en est pas très loin dans le sens où ils font des demandes complémentaires. Ça permettait à l'administration fiscale en fait déjà de s'assurer que toutes les entreprises individuelles répondaient à leurs obligations dans les grandes lignes sans avoir à faire de contrôles fiscaux ou alors en tout cas ils en faisaient que quand il y avait eu des alertes. Voilà, donc ça va disparaître. À voir que ce que vont devenir les OGA. Deuxième parenthèse, c'est sur l'enregistrement des actes. C'est quand même un point. Alors là, on est au mix entre le droit des affaires et puis la fiscalité, mais c'est quand même de la fiscalité, puisque quand on a enregistré un certain nombre d'actes jusqu'à présent, c'est encore le cas, d'ailleurs, sur un certain nombre d'actes, vous avez des droits d'enregistrement, donc qui sont payés aux impôts, puisque vous devez enregistrer vos actes auprès des impôts. Il y a, à compter du 1er janvier 2021, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un certain nombre qui ne sont plus concernés, donc notamment tout ce qui est augmentation de capital, en numéraire ou par incorporation, bénéfices, réserves ou provisions, plus concernés, réduction de capital, pareil, formation de GIE et amortissement de capital, beaucoup plus rare. Mais augmentation de capital, très fréquent, réduction de capital aussi. Donc ça fera économiser, je crois que c'était 375 euros de mémoire, le forfait d'enregistrement. Donc, je ne sais pas si tu l'as en tête, Martin. Il y avait c'est 125 le droit fixe innommé. Ah, c'était déjà descendu à 125 parce qu'il y avait. Tu avais des forfaits à 375 et 500 selon le montant du capital, mais ah oui, voilà, c'est ça. Donc, progressivement, c'est supprimé. Voilà, donc c'est supprimé. Par contre, sauf s'il y a un acte notarié, attention. Je crois qu'il y a quand même une autre précision, en tout cas, un conseil que tu avais apporté, Martin, sur le sujet que je trouve pertinent, c'est que si on n'enregistre plus les actes, on n'a plus la date, on n'a plus de date qui va avec d'enregistrement, en tout cas de prise en compte par les impôts, puisque quand vous faisiez enregistrer votre acte, vous aviez les impôts qui mettaient un tampon pour dire enregistrer auprès du service des impôts à telle date. Si vous ne le faites plus, vous avez plus cette date. Donc, en fait, la technique est peut-être de continuer à le faire, mais gratuitement, puisqu'en fait, ça ne sera plus facturé. Voilà, donc ça peut faire un peu gagner du temps, mais en fait, on va le voir avec le sujet d'après, pas forcément.
puisqu'en fait, le sujet, voilà, juste la slide d'après, c'est qu'il y a une modification de la chronologie d'enregistrement, justement, d'inscription au greffe, puisque on avait justement l'obligation d'abord de passer par l'enregistrement avant d'envoyer au greffe du tribunal de commerce. C'est-à-dire que le greffe, tant qu'il n'y avait pas eu d'enregistrement, il ne traitait pas l'acte. Maintenant, du coup, c'est plus le cas, puisque comme il n'y a plus cette obligation, le greffe va pouvoir traiter ces formalités-là sans même attendre l'enregistrement par les impôts. Donc, au final, le conseil, c'est de continuer à enregistrer les actes. Ça ne sera pas payant, en tout cas par rapport aux impôts, et ça ne vous fera pas forcément perdre de temps par rapport au greffe, puisque vous pouvez quand même l'envoyer au greffe avant même que ça soit enregistré auprès des impôts. Voilà, la précision, c'était quoi? Ouais, c'est que tu peux pas, la formalité de l'exonération d'enregistrement ne peut pas aboutir non plus à éluder des droits proportionnels. C'est-à-dire que vous avez typiquement des actes qui peuvent être visés par l'exonération, mais si en fait ils aboutissent à transférer un immeuble ou un bail commercial qui aurait donné droit à des droits proportionnels classiques, bah là, bien évidemment, vous retombez dans l'obligation d'enregistrer. Le but n'étant pas d'éluder l'impôt, uniquement d'assouplir un peu les formalités, c'est tout. Oui, voilà, parce qu'il y avait un coût de l'enregistrement qu'on a dit qui était forfaitaire, mais en effet, il y a un autre sujet qui est le coût des droits d'enregistrement. Donc, selon le type d'acte, ces droits diffèrent, mais vous avez un pourcentage du montant de la transaction qui part en droit d'enregistrement, et ça, c'est toujours là, donc il y a toujours enregistrement, toujours paiement de ces impôts-là. Voilà, et puis l'autre bonne nouvelle aussi par rapport à ça se modernise petit à petit dans les greffes, ça prend du temps, mais ça avance. C'est concernant la signature électronique des actes, puisque en fait, dans les greffes et aussi au niveau des impôts, mais c'est vrai que c'est les deux qui étaient un petit peu en retard sur l'aspect du droit sur la dématérialisation. Ça avance un petit peu puisque maintenant sont reconnus la signature électronique au niveau des actes sous seing privé, donc ça permet, à partir du 1er janvier 2021, de prendre en compte des actes, sauf sous des actes qui sont, bien sûr, dans l'original et sous format papier. C'est-à-dire que quand la signature électronique est acceptée, quand l'original est sous format électronique et que tous les participants signent au format électronique. Et puis, sur les actes donc, qui portent sur un immeuble, droit immobilier, fonds de commerce, droit au bail, titre de société immobilière copropriété. Voilà, tout ce qui est lié à l'immobilier. Je ne sais pas trop pourquoi c'est exclu. En fait, c'est parce que il y a des conditions de validité qui sont liées à ces actes. C'est les promesses unilatérales de vente, c'est très particulier, sont vraiment des exceptions à la marge. En général, traités d'une manière générale chez les notaires, donc la question se pose pas, parce que les actes notariés sont passés sur une forme qui, de toute façon, est acceptée par oui. Les notaires continuent d'enregistrer, bien sûr. Je te laisse sur la TVA. Alors, la TVA. Donc, le régime des offres complexes, alors, on va la voir rapidement, peut-être en amont, bien poser le contexte. Quand vous proposez une offre de service avec différents aspects, vous avez deux cas de figure. Vous avez soit l'hypothèse où vous savez exactement décomposer votre offre de service item par item, et à ce moment-là, vous y affectez un prix et vous y affectez le taux de TVA qui est afférent. Et donc là, il n'y a aucune difficulté et vous continuez comme ça. Soit vous n'arrivez pas à faire cette ventilation et potentiellement, vous avez des taux de TVA différents par nature de service ou de bien fourni. Et donc là, c'est plus complexe parce que souvent, on peut être tenté de charger un petit peu plus la partie qui est sur un taux réduit pour être plus compétitif. Enfin voilà. Donc, il y a un régime qui traitait le sujet sur le plan communautaire. Ça a été finalement retranscrit en droit français par la loi de finances 2021. Mais oui, ça fait plus de 20 ans que ça existe au niveau de l'Union européenne. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe quand j'ai cette offre complexe, c'est-à-dire que j'ai différentes prestations de services avec des taux différents, et comment je vais ventiler si finalement j'ai pas une offre de marché spécifique pour chaque composante. Alors, comment ça fonctionne en fait? On va
sur le principe. On va distinguer les composantes qui sont principales et celles qui sont accessoires. La composante principale, c'est quoi? C'est ce que vous êtes venu chercher à l'origine. La composante accessoire, c'est ce qui vient rendre plus confortable l'utilisation du service. Je pense que le mieux, c'est de vous donner un exemple très concret. C'est par exemple quand vous organisez une foire expo. Quand vous organisez une foire expo, en fait, vous allez, ce que votre client en B2B vient chercher, c'est un emplacement. La mise à disposition d'un emplacement en foire, c'est un taux de TVA spécifique de 10%. Sauf que si vous vous contentez de lui donner un emplacement et que vous ne faites pas un peu de battage médiatique derrière, certes, il est venu chercher son emplacement, c'était la raison d'être de sa venue, mais néanmoins, il ne pourra pas l'utiliser comme il le souhaite et maximiser la rencontre de prospects. Donc, ce qui veut dire que l'organisateur du salon, il va faire un petit peu de marketing, il va faire de la promotion, il va y avoir de la logistique, et ça, c'est plutôt des prestations qui tombent à 20%. Donc, comment ça se passe? Parce que c'est extrêmement compliqué de ventiler un prix entre la mise à disposition de l'espace et puis le marketing potentiel qu'il a réalisé pour l'ensemble des participants. Donc, à ce moment-là, on n'est pas capable de le faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on isole la prestation principale. Donc, dans mon cas, c'est la mise à disposition de l'emplacement. Et on va y appliquer à l'ensemble du prix non ventilé le taux de la prestation principale. Donc, ça veut dire que je vais me retrouver avec un taux global à 10% qui va y comprendre notamment tout l'aspect marketing ou promotion commerciale qui usuellement est facturé à 20%. Voilà. C'est un peu la logique. Alors, ça marche dans mon sens parce que j'ai un taux réduit en élément principal, mais l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que si vous avez une hypothèse avec un taux principal à 20% et des taux réduits en éléments accessoires, l'intégralité sera taxée à 20%, ce qui est moins intéressant, potentiellement en termes de compétitivité. Alors, ça c'est juste un petit rappel sur la TVA sur le commerce électronique et d'une manière générale, c'est la TVA sur les livraisons de biens, je précise, livraison de biens à distance, donc à l'étranger, donc livraison intracommunautaire et exportation. Donc, c'était censé rentrer en vigueur au 1er janvier. Tout le monde est un petit peu en retard sur le sujet, l'administration fiscale notamment. Et puis, on a dit aussi au contraire, avec le Covid, vous avez peu le temps de vous organiser. Donc, c'est prorogé jusqu'au 1er juillet 2021. Ce qu'il faut retenir de cette réforme, mais qui date de l'année dernière, qui va rentrer donc en vigueur là, au 1er juillet, c'est que désormais, sur les ventes de biens à distance, globalement, à quelques exceptions près, le principe, c'est on va appliquer la TVA du pays du consommateur. Donc, ça veut dire que quelqu'un en France qui livre des biens en Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein ou aux États-Unis, il va falloir qu'il applique la potentielle TVA, si elle existe, du pays de consommation. Et donc, il collecte la TVA ou la taxe au profit de l'État étranger. Donc là, il y a un outil qui est en construction, qui existe déjà, mais qui est en transformation au niveau de Bercy. C'est le mini-guichet. Mais là aussi, faites-vous assister sur le sujet parce que c'est un peu complexe et ça mérite d'être bien conseillé en amont. Ouais, c'est un sujet vraiment super important. En tout cas, si vous faites du e-commerce, vous êtes forcément concerné, puisque c'est vraiment à partir du moment où vous vendez un bien à un particulier, pour faire simple, en Europe, vous êtes concerné. Ce n'est pas pour en B2B, parce que le B2B ne change pas. Vous êtes dans le B2B, on est dans ce qu'on appelle l'auto-liquidation intracommunautaire. Ça change pas. C'est-à-dire que vous facturez pas de TVA à partir du moment où votre client a un numéro de TVA intracommunautaire et on auto-liquide sur la déclaration de TVA. Par contre, quand vous vendez un particulier, c'est le taux du pays, en tout cas, à partir du moment où votre chiffre d'affaires dépasse 10 000 euros, mais au global. Donc, avant, c'était un seuil par pays. Donc, en gros, dès que vous faites du e-commerce, concrètement, vous êtes concerné et il faut l'anticiper dès le départ, concrètement. Donc, si vous êtes déjà lancé dès le 1er juillet 2021, il faut se préparer en amont à basculer. Et si vous faites votre création d'entreprise aujourd'hui, vous allez être dans le régime dès le départ. Exactement. Alors, le groupe de TVA, donc ça, c'est une petite nouveauté qui n'a rien à voir avec le Covid, mais c'est une super, je trouve, une super innovation du législateur. C'est que désormais, on peut constituer des groupes de TVA un peu comme des groupes d'intégration fiscale. Mais alors le champ d'application est un petit peu différent. Mais l'intérêt, si vous voulez, c'est comme en intégration fiscale, c'est-à-dire que à l'IS, on va neutraliser les transactions intra-groupes. Alors vous me direz, on s'en fiche un petit peu parce que finalement, la TVA, c'est complètement neutre pour les groupes de sociétés commerciales. C'est pas tout à fait vrai parce que vous pouvez avoir des groupes de sociétés avec des secteurs d'activité
distincts qui ne sont pas tous dans un champ de TVA avec un coefficient de déduction de 100%. Je prends notamment le transport de personnes, où vous pouvez avoir des groupes où vous avez de la prestation intragroupe qui va en fait avoir la prestation de centrale pour recueillir tous les appels, mais ça peut concerner du transport de personnes classique, taxi, VTC, où vous êtes à 20%, ou du transport de personnes malades, où vous avez un autre taux, voire exonéré. Donc du coup, vous pouvez avoir des transactions intragroupes qui vont entraîner de la TVA non déductible et des frottements qui impactent directement la marge nette du groupe. Et donc là, il y a un véritable outil d'optimisation. Là aussi, un accompagnement s'impose, mais voilà, pour moi, c'est une vraie innovation de la loi de finances 2021. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des cas précis, ceux que je vous ai exposés, mais un vrai outil d'optimisation pour les entreprises. Alors, pour rappel ou information, là, les reconductions de taux réduits liés à la crise sanitaire, on notera le taux de TVA à 5,5 sur toutes les opérations qui portent sur les masques, les tenues de protection liées à l'hygiène. Il y a un taux zéro qui a été appliqué sur les tests et les vaccins aussi, il faut le savoir. Ça concerne les labos et les pharmaciens. Voilà, c'est celui-là, le taux zéro. Donc, il s'applique jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, donc on en a terminé avec la TVA. On fait un petit focus sur les impôts locaux. C'est pas ce qui passionne, mais pourtant c'est très important parce que c'est un impôt de productivité. Ça impacte directement la marge des entreprises. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Les taux d'imposition de la CVAE sont divisés par 2. Donc grosso modo, on va avoir, alors à quelques chouilles après, parce que il y a une hausse de la taxe additionnelle au profit des CCI, mais globalement, on devrait avoir une diminution de moitié des cotisations de CVAE pour les entreprises. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. De toute façon, c'était un peu l'objectif, soulager un peu les entreprises des impôts de productivité pour que ça pèse un peu moins, pour favoriser l'investissement et la relance, puisque la loi de finances 2021, c'est comme ça qu'elle est baptisée, c'est la loi de la relance. Cette diminution de taux, elle concerne aussi le foncier et à travers deux aspects. Pour les propriétaires, il y a une baisse, une diminution de moitié aussi des taux pour calculer la valeur locative des établissements industriels. Alors, pas tous les locaux commerciaux, uniquement les établissements industriels. C'est-à-dire qu'avant, on appréciait la valeur locative avec un taux de rendement à 8% pour calculer la taxe foncière, et désormais, on retiendra 4%. Donc là aussi, on devrait avoir une division par 2 de la taxe foncière sur les établissements industriels, qui est souvent une taxe qui est très chère. Et puis la CFE, donc là aussi, ça toujours, même quand vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes concerné, ça va de pair avec la CVAE. Et bien là aussi, les taux de calcul sont divisés par 2. Donc là aussi, on devrait quand même avoir une baisse importante qui devrait impacter les entreprises avec des moyens de production importants. Voilà pour les impôts locaux. Super, merci Martin. Attention sur les impôts locaux à bien vérifier en tout cas les bases prises en compte pour justement le calcul notamment de la CFE. Oui. Parce que d'ailleurs on a un sujet en ce moment là-dessus, mais il faut faire attention parce que il y a eu en fait des revues de l'ensemble des bases récemment avec l'histoire du décloyer, etc. Et il faut faire attention quand même, si ça vous paraît élevé, en tout cas à vérifier quels sont les paramètres. Alors c'est assez complexe, mais typiquement, Martin, toi, tu sais... Complètement. J'en ai actuellement. Pour les établissements industriels, c'est la méthode comptable. Donc là, il faut bien suivre un petit audit de temps en temps. Quand vous reprenez un établissement industriel, ça peut avoir du sens parce que ça permet de regarder si toutes les bases ont bien été déclarées et si finalement vous êtes bien imposé sur la bonne base. Alors des fois, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a eu des omissions ou quelqu'un, c'est plutôt en votre faveur, mais parfois l'administration n'a pas forcément bien pris en compte toutes les déclarations rectificatives et vous pouvez payer plus d'impôts fonciers que nécessaire, ce qui est toujours un petit peu embêtant. Et puis après, c'est vrai que comme tu disais, il y a un vrai sujet sur les locaux commerciaux autres qu'industriels, parce qu'il y a eu des révisions de grilles de barème en 2017 au moment de la refonte des valeurs locatives. Mais il y a des mécanismes très compliqués et l'administration peut se prendre les pieds dans le tapis. Donc, quand vous trouvez que c'est quand même excessif, n'hésitez pas à solliciter un professionnel sur le sujet parce que il y a potentiellement des corrections à apporter. Ouais, et ça peut être très significatif en plus.
Merci. Du coup, on passe juste aux questions, mais alors, il y en a qu'une pour l'instant, donc n'hésitez pas à poser vos questions en tout cas, mais bon, on est bon au niveau du timing, on a fait 1 heure, c'était ce qu'on avait prévu. Gauthier, mais je pense que j'ai répondu à la question entre-temps. Gauthier, par rapport aux aides dont j'ai parlé au tout début, qui nous dit que l'ordre des experts comptables préconise les aides en 108 pour les indépendants et 740 avec traitement fiscal pour les sociétés. Alors, pas tout à fait. Justement, l'ordre des experts comptables préconise en effet les aides en 108 pour les indépendants et en compte courant. Il y a eu une note il n'y a pas très longtemps sur le sujet, mais qui est très récente. Donc, ce qui fait que c'est bien ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est que ça soit un indépendant ou que ça soit une société, le traitement est le même. En tout cas, on le neutralise au niveau comptable. Donc, on n'a pas besoin de le neutraliser au niveau fiscal. On neutralise au niveau fiscal seulement le fonds de solidarité. Voilà. Encore une fois, c'est pareil. Hein, c'est parce que je parle vraiment je parle vraiment des aides. Je parle vraiment des aides des caisses sociales. Voilà. Et Hakim qui nous pose une question dans le chat. Allez-vous refaire un focus webinaire sur la TVA en UE et hors UE concernant le commerce électronique? C'est une très bonne idée. Je pense qu'en effet, on pourra le faire un petit peu avant juillet, avant le basculement. C'est une très bonne idée de thème qu'on pourrait faire sur le mois de juin. Une fois que justement ils seront prêts, il faut voir hein, s'ils sont toujours prêts, s'il n'y a pas à repousser. Le mini-guichet, parce qu'en effet, il nous parle de UK, Hakim, parce qu'il y a en plus le sujet du Brexit par-dessus. Mais sachant que depuis le 1er janvier, hein, la période transitoire est terminée, donc désormais, le UK, c'est de l'exportation et de l'importation, hein, c'est plus de l'intracom. Voilà. Donc, il y a peut-être, il y a un vrai sujet, c'est vrai, merci. On le fera au mois de juin, je le note. Écoutez, merci à tous. S'il n'y a pas plus de questions, merci à tous pour votre participation. Vous recevrez le replay de la présentation, dans tous les cas, dans l'après-midi. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sur notre Livestorm l'ensemble des webinars à venir, qui sont nombreux dans les semaines à venir avec des sujets très intéressants. Et notamment le prochain dans 2 semaines que j'animerai sur la holding. Voilà, vrai sujet, n'est-ce pas Martin? Complètement. Bon, merci à tous, bon après-midi et puis à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci Martin, bon après-midi. Merci Mathieu.